Voici la FlashForge Creator 5. Comme la Snapmaker U1, elle possède 4 têtes d'impression indépendantes, capables d'imprimer en 3D avec plusieurs couleurs et plusieurs matériaux. Comme la Bamboolab P2S Combo, elle dispose d'un volume d'impression de 256 mm sur chaque axe. Mais contrairement à ces deux options, la Creator 5 ne coûte pas 999 $ ni 799 $. Non, celle-ci coûte pourtant seulement 699 $. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment. Et plus important encore, est-ce que les compromis en valaient vraiment la peine? Allons-y. Alors très rapidement, avant de commencer, je dois vous préciser qu'il s'agit d'une unité de pré-production que j'ai reçue gratuitement. FlashForge a également sponsorisé cette vidéo, et ils la verront et l'approuveront avant vous. Je recevrai aussi une commission si vous en achetez une. Mais comme toujours, mes opinions ne s'achètent pas et je n'ai pas peur de brûler des ponts ou de déranger si cela peut vous éviter de gaspiller votre argent. Surtout parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, il s'agit en fait d'une toute nouvelle collaboration. En fait, c'est même la première fois que j'utilise une imprimante 3D FlashForge. Alors pourquoi commencer maintenant? Eh bien parce que lorsque FlashForge m'a contacté pour me parler de leur dernière machine, j'avais beaucoup de questions et je n'ai tout simplement pas pu résister à l'occasion d'y répondre par moi-même. Alors la voici, la FlashForge Creator 5. Et bien sûr, la plus grande question, comment cette machine peut-elle être aussi abordable? Et qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? Voyez-vous, mais pour pouvoir vendre une machine à 4 têtes d'outils pour seulement 699 $, et non, je ne me suis toujours pas remis de ce prix. Les gens de chez FlashForge ont dû faire des compromis d'ingénierie assez intelligents, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous présenter ce que j'ai trouvé. Le premier, et probablement le plus important, c'est en fait la conception de la tête d'outil. Regardez ces petites têtes d'outils légères. Vous voyez quelque chose d'unique? Pas de moteur d'extrudeur. En fait, il reste sur le chariot et utilise une conception ingénieuse pour coupler les engrenages de l'extrudeur au moteur à chaque changement d'outil. Je veux dire, après tout, les moteurs pas à pas sont chers. Alors pourquoi payer pour plein de moteurs supplémentaires qui vont juste rester là pendant que la tête d'outil n'est pas utilisée? Ensuite, il y a les mécanismes d'accouplement. Au lieu d'utiliser des mécanismes usinés CNC lourds et coûteux pour verrouiller la tête d'outil en place, FlashForge a choisi d'utiliser simplement de très puissants aimants en néodyme. Et au lieu d'utiliser des broches pogo et des cartes électroniques supplémentaires pour communiquer entre la tête d'outil et le chariot, ils font simplement passer un câble USB supplémentaire à chacune de ces têtes d'outils. Et je l'admets, j'ai été impressionné par l'ingéniosité, et les économies continuent aussi du côté du filament. Au lieu de supports de bobines plus complexes, qui coûteraient probablement quelques euros chacun, on a simplement un crochet. Au lieu de systèmes de préalimentation qui saisissent et poussent le filament jusqu'à la tête d'outil, jusqu'à ce qu'il soit détecté, il y a juste un levier d'extrudeur à pousser manuellement pour charger le filament. Maintenant, l'un des avantages de rendre ce processus manuel, c'est que FlashForge a en fait intégré un coupe-filament directement dans la tête d'outil, ce qui, en théorie, devrait permettre d'ajouter une unité multimatériaux à chacune des têtes d'outils par la suite. Ensuite, il y a ça et ça. C'est ça, pas de porte à l'avant et pas de fenêtre de visualisation à l'arrière. Il n'y a pas non plus de filtration EPA, pas de chauffage de chambre et pas de réhausse supérieure. Toutes ces choses sont incluses sur le Creator 5 Pro, qui d'une manière ou d'une autre ne coûte que quelques dollars de plus, à 849 $. Mais il y a une chose que vous ne trouverez certainement ni sur le Creator 5, ni sur le Creator 5 Pro, et ce sont les lecteurs RFID. Contrairement à Snapmaker qui en inclut 4, ou à Eligo qui n'en a qu'un seul, FlashForge a décidé de les omettre complètement pour maintenir le prix bas. Ce qui honnêtement pourrait être une décision intelligente jusqu'à ce que l'industrie s'organise et se mette d'accord sur une norme universelle. Je ne dois pas être le seul à avoir du filament avec 9 types de puces RFID, sans jamais le bon pour l'imprimante avec laquelle je veux imprimer. Et puis il y a les petits détails. Une pièce de tôle roulée au lieu de tige en carbone pour le portique X. Un usage intensif du moulage par injection. Purgeur sur le côté du plateau plutôt que dans un seau moulé par injection. Pas d'outil de rechange que vous avez probablement déjà chez vous de toute façon. De petits échantillons de filaments au lieu de 4 bobines d'1/2 kilo qui augmentent considérablement les frais de port.
Je ne suis pas ingénieur, mais même moi, je pourrais probablement repérer et énumérer une trentaine d'optimisations délibérées que FlashForge a faites pour pouvoir atteindre ce prix. Mais la vraie question est-ce que l'un de ces compromis compte vraiment pour le client cible du Creator 5 ? Est-ce qu'ils affectent la qualité d'impression, l'expérience utilisateur ou la fiabilité à long terme de l'imprimante ? Ou bien sont-ils astucieux et, dans certains cas, simplement des moyens jusque-là inexplorés de réduire les coûts pour le client final? Nous répondrons à ces questions après avoir passé de nombreuses heures sur cette imprimante. Mais d'abord, évoquons les domaines où ils n'ont pas fait d'économie. Tout d'abord, l'ajustement, la finition, l'apparence et surtout la qualité de fabrication. Je suis peut-être partial, mais vidéo sponsorisée ou non, cette machine me semble vraiment très bien construite. J'ai déjà mentionné que cette imprimante utilise beaucoup de moulage par injection, mais le châssis lui-même est, bien sûr, en métal. Et toute la partie supérieure semble être faite d'un seul bloc d'aluminium. C'est un contraste frappant avec la conception de nombreuses imprimantes 3D modernes, qui ont un extérieur en plastique et une structure interne en tôle emboutie. Et par conséquent, la Creator 5 donne une impression beaucoup plus haut de gamme que certaines des autres imprimantes que j'ai testées récemment. Honnêtement, je suis agréablement surpris. De plus, on peut voir que le mécanisme d'accouplement, qui est vraiment très important sur la tête d'outil, et en fait toute la tête d'outil elle-même, est très bien conçue. Ça donne une impression de grande qualité même s'ils utilisent beaucoup de plastique ici. Il y a des pièces et des assemblages usinés avec précision qui s'ajustent parfaitement ensemble. Le système de mouvement XY100, bien qu'il soit fixé sur une plaque de tôle, semble être un autre domaine où ils n'ont vraiment pas lésiné. Vous avez un rail linéaire pour l'axe X. J'appelle cela l'axe X, même si l'imprimante est tournée de 90 degrés, donc cela ressemble à l'axe Y. Et puis, vous avez aussi des tiges linéaires et des roulements sur l'axe Y. Ils n'ont pas non plus lésiné sur l'assemblage sans chercher à économiser sur la main-d'œuvre en transférant le travail au client final. En fait, ils préassemblent les 4 outils en un seul grand sous-ensemble, ce qui rend l'installation et la mise en route de cette imprimante beaucoup plus rapide et facile que les autres changeurs d'outils que j'ai dans le studio. De plus, il semble qu'au moins ma machine était entièrement assemblée et testée minutieusement avant l'expédition. Et avant que vous ne pensiez ou ne commentiez ci-dessous que cela doit vouloir dire que ma machine a été choisie spécialement, je précise que c'est devenu une pratique courante dans de nombreuses entreprises. Et lorsque j'ai visité l'usine de Snapmaker, j'ai pu voir comment ils testaient minutieusement chaque machine avant de la démonter et de l'emballer pour l'expédier. Donc je suis vraiment content que le contrôle qualité, au moins pour mon appareil, n'ait pas été un poste sur lequel ils ont fait des économies. Mais ce n'est pas une œuvre d'art destinée à rester posée sur une table. C'est une imprimante 3D, et ce qui compte vraiment, c'est la qualité d'impression. Maintenant que tout est installé et calibré, mettons-la à l'épreuve avec de vraies heures d'impression pour voir de quoi elle est capable. Je suis de retour. J'espère que ma nouvelle coupe vous plaît. À l'heure actuelle, j'ai utilisé cette machine pendant environ 60 heures avec différents matériaux, notamment du PLA, du PETG, du TPU, du PIBA et du PCTG. Je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué. Petite parenthèse, j'avoue m'enthousiasmer pour les nouvelles imprimantes et expliquer les problèmes comme des erreurs d'utilisateurs. Et il s'agit d'une vidéo sponsorisée, donc je vais essayer de limiter au maximum mes propres commentaires. J'expliquerai la cause de tout défaut d'impression, mais vous pouvez me dire ce que vous pensez de ces résultats d'impression dans les commentaires ci-dessous. Je précise aussi qu'avec le firmware actuel, je n'ai aucun moyen de voir combien de temps ont réellement duré les impressions, et je ne veux pas vous donner des estimations inexactes du slicer, donc je m'excuse de ne pas pouvoir vous donner les temps d'impression réels ici. Donc évidemment, j'ai d'abord imprimé le Benchy obligatoire en 4 couleurs, avec différentes nuances de PLA mat Panchchroma de Polymaker. Voici le résultat. Le Benchy est fait. Passons à la suite. Pour mon impression suivante, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus difficile. Ce buste sculpté des Tortues Ninja par Eastman utilise une combinaison de différents filaments Polymaker. Comme d'habitude, je ne pouvais tout simplement pas me permettre de passer 2 heures à peindre parfaitement chaque petit détail du modèle. Mais j'ai pensé que laisser quelques petites touches de vert serait en fait une bonne occasion de voir jusqu'où on peut aller dans le niveau de détail aux différentes intersections entre les différentes couleurs.
Et ça s'est avéré être une expérience vraiment intéressante. Parce qu'après avoir vu jusqu'où on pouvait aller dans la finesse des détails, j'ai modifié certains des tout petits détails sur le modèle suivant que j'ai imprimé, que je vais vous montrer dans un instant. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des standards d'impression plus élevés que moi, mais mis à part les défauts de peinture, je trouve cette impression très réussie. Mon seul regret, c'est d'avoir choisi d'imprimer ceci avec une hauteur de couche de 0,2 mm, car on considère généralement que c'est plus solide ainsi. Et voici un buste pour mon fils de 3 ans. Ce choix a très bien fonctionné pour la majorité du modèle, mais on peut vraiment voir l'effet de marche sur le dessus de la tête et les épaules arrondies. Bref, si je devais réimprimer ce modèle, je choisirais sans hésiter une hauteur de couche de 0,12 mm. On continue. Après ça, j'ai été curieux de voir comment la Creator 5 pouvait gérer d'autres matériaux que le PLA, en particulier les matériaux flexibles. C'est la première imprimante que je vois où le moteur de l'extrudeur et les engrenages du filament peuvent se détacher physiquement. Je craignais que cette configuration les ait forcés à faire des compromis pouvant poser problème avec les matériaux flexibles. Alors j'ai donc chargé ce superbe modèle Trivanger qui combine un noyau en prusament PETG avec une périphérie flexible. Au lieu du TPU, j'ai choisi d'essayer le PIBA, car je pense que ce sera drôle de le voir rebondir sur le front de mes enfants quand ils se lanceront. Eh bien, je suis heureux d'annoncer que la Creator 5 a géré ces deux filaments comme un vrai champion, même si, comme vous pouvez le voir, aucun des deux n'était correctement déshydraté. La calibration automatique de l'avance de pression fonctionne très bien. Même si j'ai imprimé le PIBA avec un réglage TPU, chargé et déchargé des filaments flexibles d'une dureté Shore assez élevée de 85 et 90 A, n'a posé aucun problème du tout. Maintenant, j'ai hâte de faire encore quelques tests avec des TPU plus souples, juste pour voir comment cette configuration se comporte. Parce qu'il y a ici un capteur de détection de fin de filament qui rend le passage un peu plus difficile pour pousser des filaments mous, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai lancé une impression d'une plaque de ces adorables petites statues de PJ Masks Gecko pour mon fils de 5 ans. Si vous savez, vous savez. Celles-ci sont faites en PLA Prusament Galaxy Green à l'extérieur et en Creality Hyper PLA pour sa petite bouche. Maintenant, j'ai fait cela spécifiquement parce que je voulais voir si l'autocalibration PA détecterait le fait que le Prusament aime s'écouler très très lentement, alors que le Hyper PLA préfère aller beaucoup plus vite. Et il semble bien que ce soit le cas. Le seul problème que j'ai eu avec ceci, c'est que la tour de purge a été renversée à la fois sur cette impression et sur la suivante, mais la solution a simplement été de passer au modèle de tour de purge nervurée pour toutes les impressions suivantes. Ne vous inquiétez pas, j'ai transmis ce retour à FlashForge pour qu'ils puissent, je l'espère, le mettre à jour comme paramètre par défaut dans leur profil. À ce stade, la Creator 5 avait clairement gagné ma confiance et j'étais prêt à tenter mon impression nocturne la plus ambitieuse. Ce buste de Miles Morales Spider-Man par Photosmint. Ce qui le rend spécial et ambitieux, c'est qu'il utilise les 4 couleurs différentes de Prusament PLA sur chaque couche. Pour ajouter à ce défi, j'ai choisi de l'imprimer avec une hauteur de couche de 0,12 mm, ce qui représenterait plus de 3000 changements d'outils sur environ 36 heures. J'ai aussi tiré des leçons du vilain travail de peinture que j'avais fait sur la Tortue Ninja. Et j'ai passé environ 45 minutes à peindre chacune de ces petites dents de fermeture éclair, ainsi que les différentes fissures dans la base. Donc si vous appréciez le travail que je fournis, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, c'est là que le mécanisme de couplage rapide de la FlashForge a vraiment prouvé son efficacité. 3358 changements d'outils sans aucune défaillance, c'est vraiment impressionnant. Surtout sachant que la tour de purge s'est effondrée et a laissé un gros gâchis de filaments, ce qui, je pense, aurait pu gêner les mécanismes. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez ces petites taches de couleurs différentes et certains de ces défauts ici en haut. Si je devais réimprimer, je suis presque sûr que la nervure sur la tour de purge éviterait ce problème. Maintenant, en ce qui concerne la texture sur tous les différents tissus, ce ne sont en fait pas des VFA ni de l'effet peau de saumon. Ce sont en fait les détails du modèle que l'imprimante a réussi à reproduire avec succès, ce dont je suis honnêtement assez satisfait. Mais une chose que je n'aime vraiment pas dans cette impression, c'est la façon dont le filament bleu-gris passe un peu du mat au brillant à différents endroits de l'impression. Je sais que j'invoque souvent une erreur de l'utilisateur, mais cette fois, l'imprimante n'est vraiment pas en cause. Je pense que c'est le bon moment pour m'arrêter et vous expliquer pourquoi cela s'est produit.
Pour gagner du temps et éviter un retour au studio, j'ai choisi d'imprimer le buste et la base ensemble sur le même plateau. Et si vous les placez exactement à la même hauteur ici sur ma table et que vous les regardez côte à côte, vous pouvez voir que les différents niveaux de brillance correspondent exactement au changement de géométrie sur la base. Donc, en gros, ce qui s'est passé ici, c'est que à mesure que la base devenait de plus en plus fine puis finissait par se terminer, le temps entre les couches sur le buste lui-même a changé de façon spectaculaire. Cela a donc provoqué un refroidissement des couches du buste à des vitesses différentes selon la hauteur, créant ainsi ce genre d'effet. La solution la plus simple serait bien sûr d'imprimer chacune de ces pièces séparément, surtout qu'on ne purge pas tant de matière que ça à chaque changement de couleur, mais on pourrait aussi corriger cela via le logiciel. Prusa a récemment évoqué un problème similaire sur leur blog en annonçant la nouvelle fonctionnalité surface cohérente dans Prusa Slicer. Et dans Orca Slicer ainsi que dans tous ses dérivés comme Flash Studio, nous avons une fonctionnalité similaire appelée ne pas ralentir pour les périmètres extérieurs. Il s'agit surtout de réduire la vitesse d'impression pour que chaque couche refroidisse de façon similaire. Mais je suis très curieux de tester et de voir si cela pourrait réellement être utilisé pour compenser les différences de temps de couche causées par le fait qu'un objet se termine en premier. Je sais que c'est une phrase un peu longue, mais laissez un commentaire ci-dessous si vous connaissez la réponse à cette question ou si vous aimeriez me voir faire quelques tests à ce sujet. Et pour mon impression finale, j'ai décidé d'essayer cette trousse à crayon très cool et multimatériaux de Protopasta. Dedans, j'ai mélangé du TPU40D de Fiberlogy avec du PCTG de 3D Fuel pour la résistance au choc, et ensuite j'ai simplement utilisé du PLA soie pour les supports. J'ai également activé le lissage des supports pour une finition parfaite sur ces petites cavités. Maintenant, tout s'est imprimé sans problème et j'ai encore une fois été très impressionné par l'efficacité de la calibration automatique du PA. Le firmware FlashForge ne permet actuellement pas de sélectionner le PCTG, donc j'ai en fait choisi PETG dans le slicer et sur l'interface de l'imprimante. Et il a pu correctement compenser les différentes caractéristiques de flux de ces matériaux différents. L'impression elle-même était vraiment réussie. La tour de purge avec la fonction nervurée activée est bien restée en place cette fois, et les supports en PLA se détachent vraiment très facilement et de façon très propre. Alors, que puis-je dire sans sembler faire de la pub? Les compromis techniques de FlashForge pour ce prix leur ont vraiment réussi. Et je serais très curieux de voir si d'autres fabricants vont s'inspirer d'idées comme le couplage du moteur de l'extrudeur. J'ai quelques retours que j'ai transmis à FlashForge et qui, je pense, amélioreront cette imprimante, mais c'est presque entièrement lié au logiciel et au firmware. Mais à mesure que nous nous rapprochons de la version de production de cette imprimante et de son logiciel, j'aimerais revenir sur cette imprimante ou son grand frère en version pro. Dans un test complet, non sponsorisé et impartial, ou même dans une comparaison avec les autres changeurs d'outils que j'ai dans le studio. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo comme ça, laissez un commentaire ci-dessous et dites-le moi. Quand même, vidéo sponsorisée ou non, je ne trouve pas que ce serait juste de terminer cette vidéo sans au moins vous donner une idée de ce que je pense réellement de l'imprimante, en échange du fait que vous ayez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, prenez-le avec des pincettes si vous voulez, parce que FlashForge va relire et approuver tout ce que je dis ici, mais sachez que je ne dirai rien que je ne crois pas être vrai. Dans l'ensemble, je pense que c'est une imprimante vraiment solide, et qu'elle vaut largement son prix, surtout s'il corrige la liste des ajustements d'interface et des améliorations du slicer que moi et d'autres testeurs avons envoyés. D'autres imprimantes proposent une meilleure expérience utilisateur ou des fonctions en plus, comme les systèmes de préalimentation du filament. Même dans son état actuel, je recommanderais cette imprimante à quiconque cherche un changeur d'outils abordable. Et je suis vraiment content de voir que la barrière d'entrée pour l'impression véritablement multimatériaux est sur le point de baisser à nouveau. Si l'achat de l'une de ces machines vous intéresse, je suis heureux de vous informer que FlashForge a accordé une réduction supplémentaire sur le prix déjà bas du lancement pour les spectateurs de TNL, ce qui fait passer le prix de cette machine exacte à seulement 669 $. À ce prix-là, je pense vraiment que vous ne pouvez pas vous tromper, rien qu'en vous basant sur le matériel et l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent. Donc nous laisserons un lien dans la description. Et si vous hésitez encore à acheter un changeur d'outils, vous voudrez peut-être jeter un œil à cette vidéo récente que j'ai faite sur la chaîne. Dans cette vidéo, j'ai présenté 20 utilisations réelles et fonctionnelles pour des impressions 3D multimatériaux. Des actions pratiques et quotidiennes accessibles dès maintenant, au cas d'utilisation avancée nécessitant encore recherche et expérimentation. Cela va vraiment vous montrer ce qu'on peut faire avec ce type d'imprimante à tête multifonction.
Voilà pour cette semaine, on se retrouve sur The Next Layer.